Le chapitre sur le mode d'action des médicaments. Nous allons maintenant illustrer les notions précédentes de récepteurs et de pharmacodynamie par l'exemple. Les antalgiques sont des médicaments qui agissent sur la douleur. La douleur est définie par l'Association internationale pour l'étude de la douleur, l'IASP, comme une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à un dommage tissulaire présent ou potentiel ou décrite en termes d'un tel dommage. La douleur a donc également une composante psychologique importante. On appelle antalgique un médicament qui a pour rôle de diminuer la douleur, alors que la définition d'un analgésique est la suppression de la sensibilité à la douleur. Derrière cette différence subtile, le terme antalgique est plus souvent réservé au paracétamol et à l'aspirine, alors que les analgésiques évoquent plus volontiers les morphiniques. Toutefois, cette différence est souvent négligée en pratique courante et les termes antalgique et analgésique sont utilisés indifféremment. On oppose douleur aiguë et chronique. La douleur aiguë est un symptôme qui a un rôle de signal d'alarme pour l'organisme, qui est ainsi informé d'une lésion tissulaire. Par exemple, en cas de brûlure, au niveau de la main, on retirera sa main de la source de chaleur. C'est un mécanisme de protection. En revanche, la douleur chronique est déterminée comme une douleur qui dure depuis plus de 3 à 6 mois. Ce délai de 3 à 6 mois étant déterminé de façon arbitraire, mais c'est le délai couramment accepté. Cette douleur chronique est persistante et ne joue plus un rôle d'alarme pour l'organisme. Elle va avoir un fort retentissement psychologique et social pour le patient et est parfois rebelle au traitement antalgique conventionnel. Elle va donc poser un vrai problème thérapeutique. Sur le plan physiopathologique, on distingue 3 types de douleurs. Les douleurs par excès de nociception, souvent aiguës, qui sont la conséquence d'une lésion tissulaire. Les douleurs neuropathiques sont-elles aiguës ou chroniques? On les appelle également douleurs neurogènes. Elles sont dues à une dysfonction ou à une lésion nerveuse au niveau périphérique ou central. Enfin, les douleurs psychogènes pourraient être dues à un abaissement du seuil de perception de la douleur ou à des troubles psychoaffectifs. La douleur est un motif de consultation médicale très fréquent et la législation rend obligatoire la prise en charge de la douleur. Ne pas souffrir est un droit. Celle-ci a 2 objectifs. Le premier est évidemment de diminuer l'intensité de la douleur à un niveau supportable pour améliorer la qualité de vie du patient, réduire les répercussions psychologiques et favoriser la réinsertion. Le second objectif est quant à lui de prévenir le passage à la chronicité. La prise en charge dépend étroitement du type de douleur. Ainsi, les douleurs par excès de nociception seront traitées en premier lieu par des antalgiques, alors que les douleurs neuropathiques seront plutôt traitées par certains antiépileptiques ou antidépresseurs. Enfin, la psychothérapie est l'axe de traitement principal des douleurs psychogènes. Dans tous les cas, il faut évaluer l'intensité de la douleur pour adapter ensuite le traitement, augmenter les doses, changer de palier ou associer plusieurs antalgiques. Pour cela, plusieurs outils sont disponibles. Les plus courants sont des échelles d'auto-évaluation. Le patient va déterminer lui-même la douleur ressentie. Les plus répandus sont l'échelle verbale à 5 niveaux, représentée à droite. Donc le patient détermine s'il n'a pas de douleur, une douleur faible, modérée, intense ou extrêmement intense. L'EVA est une autre échelle particulièrement répandue, EVA pour échelle visuelle analogique. Le patient déplace un curseur sur une ligne dont les extrémités symbolisent l'absence de douleur ou la douleur maximale imaginable. De l'autre côté de la réglette, le soignant voit les graduations qui vont de 0 à 10, ce qui permet de coter la douleur. D'autres échelles sont adaptées à la pédiatrie, notamment l'échelle des visages, symbolisée en bas à droite, où l'enfant associera une douleur à l'un des 6 visages présentés ci-dessous. Des échelles d'hétéroévaluation sont également disponibles, c'est-à-dire que le soignant va lui-même évaluer la douleur. C'est le cas par exemple chez des patients qui ne sont pas conscients, pas vigiles, ou alors chez des personnes âgées qui ont des troubles de la communication verbale, comme c'est le cas sur l'échelle présentée ci-dessous.
Ces échelles sont des échelles comportementales, c'est-à-dire que le soignant va évaluer la douleur en fonction d'expression du visage, du regard, de l'expression également de plainte ou de certains comportements du patient. Les mécanismes de la douleur sont très complexes et impliquent des structures variées. Schématiquement, on peut résumer ce mécanisme en 3 étapes successives. Premièrement, l'élaboration de l'influx nociceptif au niveau d'un récepteur que l'on appelle nocicepteur. Il y a transmission de cet influx dans la fibre nerveuse périphérique. La deuxième étape est la modulation de l'influx au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Enfin, la dernière étape est l'intégration du signal au niveau du cerveau qui va conférer à la douleur son caractère de message conscient. Les nocicepteurs sont les récepteurs qui terminent les fibres nerveuses. On en retrouve différents types. Les mécanorécepteurs sont sensibles à des pressions, des étirements, et ils sont prolongés par les fibres A delta qui sont myélinisées, qui permettent une conduction rapide du signal et une conduction précise, c'est-à-dire que la douleur va pouvoir être localisée de façon précise. Les récepteurs polymodaux sont sensibles à la chaleur, sont sensibles à des stimulus mécaniques ou chimiques, et eux sont prolongés par des fibres C qui sont non myélinisées. La conduction sera donc plus lente et la douleur diffuse. Ces nocicepteurs sont bien évidemment localisés au niveau de la peau, mais ils le sont également au niveau des viscères. De très nombreux interviennent dans la transmission du signal douloureux. On les retrouve au niveau périphérique, c'est le schéma en bas de cette diapositive, ou au niveau central, notamment au niveau de la corne postérieure de la moelle épinière. Les antalgiques vont agir au niveau de la modulation de l'influx nociceptif, que ce soit au niveau central ou périphérique. On classe les antalgiques selon les paliers définis par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou selon leur site d'action, périphérique ou central. Néanmoins, cette classification semble moins adaptée, car certains antalgiques que l'on croyait agir au niveau périphérique agissent en fait au niveau central. C'est le cas du paracétamol, dont le mode d'action reste encore mal connu malgré son usage très répandu. En revanche, les opioïdes sont classiquement appelés analgésiques centraux, alors qu'ils ont également un effet périphérique, lié à la présence de récepteurs aux opioïdes au niveau périphérique, nous le reverrons plus tard. Parmi ces antalgiques, vous voyez 3 paliers selon la classification de l'OMS. Le palier 1 correspond aux antalgiques non opioïdes. On utilise les antalgiques de palier 1 pour des douleurs faibles à modérées. Les plus connus sont le paracétamol, l'aspirine et les anti-inflammatoires non stéroïdiens notés AINS. Les antalgiques de palier 2 sont des opioïdes faibles qui sont utilisés pour des douleurs modérées à sévères. La codéine et le tramadol sont 2 antalgiques de palier 2 très largement utilisés aujourd'hui. Le dextropropoxyphène était très utilisé en association au paracétamol, c'était la spécialité diantalvique, mais cette spécialité est progressivement retirée du marché dans les divers pays européens. Enfin, le palier 3 correspond aux opioïdes forts, indiqués dans les douleurs très sévères. Historiquement, le plus connu est la morphine, dont différents dérivés comme le fentanyl ou le sufentanil sont aujourd'hui très utilisés dans des douleurs sévères, très sévères, comme chez les patients cancéreux. Ce sont des agonistes entiers. Il existe également des agonistes partiels, buprenorphine, hydromorphone ou oxycodone, et un médicament particulier qui est à la fois agoniste et antagoniste pour un autre type de récepteur, l'analbuphine. On appelle coanalgésiques des médicaments n'entrant pas dans cette classification, mais qui sont également utilisés dans le traitement de la douleur comme adjuvant, ou plus spécifiquement pour certaines formes de douleur. C'est le cas des antidépresseurs ou des antiépileptiques pour les douleurs neuropathiques. On utilise également les anesthésiques locaux en prévention de douleurs lors de certains gestes, et d'autres antalgiques comme le baclofène, le thiapride ou le méopa, qui est un gaz médical dont nous reparlerons tout à l'heure. Nous n'aborderons dans ce cours que les antalgiques présents dans le premier tableau, et nous parlerons très rapidement du méopa. Commençons par les antalgiques de palier 1, donc paracétamol, aspirine
et anti-inflammatoire, principalement. Le paracétamol, dont le nom chimique est para-acétylaminophénol, est une petite molécule schématisée à droite. Notez que paracétamol est l'abréviation de para-acétylaminophénol. C'est la contraction de ces 4 termes qui donne le nom paracétamol. Les anglo-saxons utilisent un autre terme, acétaminophène, qui est une autre contraction du nom chimique. Le paracétamol a comme propriété pharmacologique un effet antalgique, donc contre la douleur, et antipyrétique, donc contre la fièvre. Son mode d'action est très complexe et il n'est pas encore complètement élucidé à ce jour. Le paracétamol a des effets centraux, au niveau notamment hypothalamique. Il pourrait être un inhibiteur de la COX-3, cyclooxygénase 3, mais ses effets sont toujours sujets à de nombreux débats. Il existe de très nombreuses spécialités de paracétamol, par voie orale, par voie rectale. Les plus connus sont le Dafalgan, Doliprane ou Efferalgan, mais il en existe bien d'autres. Il existe également une forme IV de paracétamol, le Perfalgan. La posologie de paracétamol est de 1 g par prise, 3 à 4 fois par jour maximum chez l'adulte. Il est important de ne pas dépasser cette dose en raison d'une toxicité hépatique dont nous allons reparler. Chez l'enfant, la dose maximale est de 60 mg kg par jour. Il est important de respecter un intervalle de 4 heures minimum entre les prises. Effectivement, si le paracétamol est très bien toléré, il présente un effet indésirable majeur, la toxicité hépatique. Le paracétamol est métabolisé par plusieurs voies. Les principales sont des conjugaisons, mais une forme très minoritaire est métabolisée par le cytochrome P450, noté CYP, CYP. Et cette métabolisation va donner naissance à un métabolite très réactif, le N-acétylparabenzoquinonimine, NAPQI, NAPQI. Ce métabolite très réactif peut être toxique pour l'organisme en trop forte concentration. À dose thérapeutique, ce métabolite va se retrouver en faible concentration, où il réagit normalement avec le glutathion et est dégradé. En revanche, pour des doses supérieures à 150 mg kg, soit approximativement 10 g, le métabolite toxique est formé en quantité trop importante et va saturer le glutathion. La voie de dégradation est donc bloquée et le métabolite toxique va s'accumuler. Ce métabolite, qui est, je vous le rappelle, très réactif, va donc se lier aux macromolécules environnantes et provoquer une mort cellulaire. On va donc avoir une cytolyse hépatique. Cette cytolyse, dans certains cas, peut entraîner le décès si elle n'est pas prise en charge à temps. L'antidote de l'intoxication paracétamol est le N-acétylcystéine, commercialisé sous le nom de mucomyste, qui est utilisé comme fluidifiant bronchique. Cette N-acétylcystéine va mimer le rôle du glutathion et permettre une détoxification du NAPQI en étant utilisé comme substitut à cette voie métabolique. On va donc restaurer la voie métabolique usuelle du NAPQI qui va pouvoir être éliminée et n'entraînera plus la mort cellulaire. Rappelons ici que l'intoxication au paracétamol est grave et qu'elle justifie une hospitalisation. Maintenant, un autre antalgique de palier 1 très couramment utilisé, l'aspirine. La véritable appellation, le nom chimique de l'aspirine, est l'acide acétylsalicylique, schématisé à droite de l'écran. Le terme aspirine vient du premier nom commercial de la molécule, attribué en 1899 par l'entreprise Bayer. Depuis, évidemment, ce terme est entré dans le langage courant. Les propriétés pharmacologiques de l'aspirine sont variées et elles sont en fonction de la dose. Il en découle donc des indications aussi différentes que les pathologies ischémiques, comme la prévention secondaire de l'infarctus du myocarde ou de l'accident vasculaire cérébral, à faible dose, 75 à 325 mg. Pour des doses croissantes, on aura ensuite un effet antalgique qui justifie les indications dans la douleur.
Dans cette indication-là, les doses utilisées sont de 10 à 15 mg kg jour, avec une dose maximale de 3 g par jour. À des doses encore plus élevées, l'aspirine est antipyrétique et anti-inflammatoire, dose de 60 mg kg jour environ. Il est intéressant de noter que si l'aspirine était développée aujourd'hui, elle n'aurait probablement pas l'AMM à cause d'un profil bénéfice-risque qui n'est pas favorable, pas toujours favorable selon les indications. En effet, l'aspirine a de nombreux effets indésirables, à commencer par les troubles digestifs. Parmi ces troubles digestifs, les plus fréquents sont des gastralgies, plus graves des ulcérations gastriques, voire dans certains cas des hémorragies digestives. En effet, l'aspirine a un effet direct sur la muqueuse gastrique et, nous l'avons vu, un effet anti-agrégant. La combinaison de ces deux effets favorise le risque d'hémorragie digestive. On note également l'existence d'allergies à l'aspirine qui se manifestent notamment par des éruptions cutanées, des bronchospasmes et dans certains cas extrêmes un choc anaphylactique. Choc anaphylactique qui représente la gravité de ces allergies. Attention à ne pas confondre intolérance et allergie. En effet, ces deux notions sont complètement différentes. Il est important de demander au patient la nature des troubles ressentis. Un patient peut affirmer être allergique à l'aspirine alors qu'il aura en fait eu des gastralgies lors de prises précédentes. Le simple interrogatoire permet en général d'identifier s'il s'agit d'allergie vraie ou de troubles digestifs. Cette distinction est importante car en cas d'allergie, il faut éviter la prise d'aspirine, alors qu'en cas de troubles digestifs, si la prise est vraiment nécessaire, on pourra la compenser par l'adjonction de traitements anti-ulcéreux. Autre effet indésirable important de l'aspirine, c'est l'accroissement du risque hémorragique de par ses propriétés anti-agrégantes à très faible dose. L'aspirine présente également une toxicité rénale. Enfin, notons parmi les effets indésirables de l'aspirine le syndrome de Rey, qui est un syndrome très rare, mais dont il faut prendre en compte tenu de sa gravité. C'est un syndrome qui survient notamment chez les enfants, voire les adultes jeunes, dans un contexte de virose, notamment la varicelle. Elle se manifeste par une encéphalopathie avec atteinte hépatique et peut avoir des conséquences dramatiques. C'est une précaution donc importante d'éviter l'aspirine pendant un épisode de virose, notamment la varicelle ou un syndrome grippal. Enfin, on peut avoir chez l'enfant notamment des surdosages qui auront des conséquences parfois graves. Les signes d'un surdosage en aspirine sont un bourdonnement d'oreille, l'apparition de vertiges, une hyperpnée, une hyperthermie, une déshydratation, voire dans certains cas un coma. Les principales contre-indications de l'aspirine sont la fin de grossesse, notamment le 3e trimestre. Notons que cette contre-indication est commune à tous les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Nous l'avons vu, les viroses, notamment chez l'enfant et chez l'adulte jeune. La présence d'un ulcère gastro-duodénal actif représente également une contre-indication de par le risque hémorragique. La surveillance d'un traitement par aspirine passe notamment par une surveillance clinique et biologique de ces aspirines. Sur le plan biologique, nous rechercherons notamment la présence d'une anémie. À surveiller également la survenue des allergies qui se manifestent principalement au niveau cutané. Les gastralgies sont également à surveiller car on peut proposer aux patients un traitement antiacide. Notons également que la prise de l'aspirine pendant le repas diminue le risque de gastralgie. Enfin, les signes de surdosage sont également à surveiller. Notons que l'aspirine présente également des interactions médicamenteuses. Celles que nous retiendrons ici seront notamment celles avec les antivitamines K qui sont des anticoagulants. En effet, les anticoagulants vont majorer le risque hémorragique, donc c'est une interaction pharmacodynamique, d'autant plus que l'adjonction d'AVK à l'aspirine présente également un risque d'interaction pharmacocinétique, interaction dont nous reparlerons, qui serait liée sur le plan mécanistique à un déplacement des protéines plasmatiques. Donc là, dans ce cas, on a à la fois une interaction pharmacocinétique et pharmacodynamique. L'administration concomitante d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, et d'aspirine présente un risque d'addition des toxicités. En effet, nous avons d'ailleurs cité les AINS comme antalgiques de palier 1 dans le tableau. Nous ne verrons pas cette famille en détail, puisqu'elle sera abordée plus tard avec les anti-inflammatoires, mais notons d'ores et déjà qu'elle partage beaucoup de similitudes avec l'aspirine, notamment en termes de profil de tolérance.
Nous allons maintenant aborder très rapidement d'autres antalgiques, comme le néfopam ou l'acupan. C'est un antalgique de palier 1 qui a une action centrale non opioïde et qui jouerait sur la transmission monoaminergique. C'est un médicament qui a l'AMM par voie intraveineuse ou intramusculaire. Vous verrez peut-être parfois dans la pratique une administration péros, par exemple, sur un sucre. À retenir, c'est une administration hors AMM. Le néfopam possède des propriétés anticholinergiques. Il va donc avoir pour effet indésirable une bouche sèche, tachycardie ou encore rétention urinaire. Nous avons rapidement parlé tout à l'heure du méopa, qui est le mélange équimolaire oxygène-protoxyde d'azote, commercialisé sous le nom de Calinox. C'est un gaz médical qui est donc administré par voie inhalée et qui est indiqué pour obtenir une analgésie rapide, notamment pendant des gestes tels que les pansements. Il a également une indication en seconde intention en obstétrique. Parmi les effets pharmacologiques autres que l'analgésie, on note pour le méopa un effet euphorisant et un effet sédatif qui doivent du coup limiter son utilisation à 1 heure maximum. Maintenant, les analgésiques opioïdes. Les opiacés sont extraits d'une espèce de pavot, Papaver somniferum, variété album, c'est la photo en haut à droite, qu'on appelle pavot à opium ou pavot blanc. Une incision du fruit non mûr, qu'on appelle la capsule, laisse couler un latex blanc, c'est la photo en bas à droite, et en séchant, ce latex va brunir et former ce qu'on appelle l'opium brut. Cet opium contient divers alcaloïdes, dont le principal est la morphine. On qualifie d'opioïdes les molécules qui se fixent au récepteur aux opioïdes. Ce terme englobe donc les substances produites par l'organisme qui agissent sur ces récepteurs. On en reparlera plus tard. Le terme d'opiacé, qui vient évidemment du nom opium, ou le terme de morphinique, font quant à eux référence aux molécules synthétisées à partir de la morphine. En effet, la morphine sert de base à la production de différents opiacés, que ce soit en thérapeutique, comme par exemple la codéine, qui vous le voyez a une structure très proche, ou que ce soit également une production illicite, qui sert à la production d'autres opiacés. Vous voyez ici la diacétylmorphine, qui est plus connue sous le nom d'héroïne, qui est également un dérivé de la morphine. Alors pour atténuer le message douloureux, l'organisme synthétise différents peptides, les endorphines, les encéphalines et les dynorphines. Ces peptides se fixent sur des récepteurs couplés à la protéine G, appelés récepteurs aux opioïdes. Ces récepteurs sont présents au niveau périphérique, mais également au niveau central. On les retrouve en très grande concentration au niveau de la corne dorsale de la moelle épinière. Ils sont responsables de l'effet spinal des opioïdes. On retrouve également ces récepteurs dans différentes aires du cerveau, à l'origine des effets supraspinaux des opioïdes. Les analgésiques opioïdes vont jouer le rôle d'agonistes pour ces récepteurs, ce qui va entraîner une modification de la transmission de l'influx nociceptif à l'origine de l'effet analgésique. Il existe 3 grands sous-types de récepteurs aux opioïdes. Vous voyez sur ce tableau, dans la première colonne, les récepteurs mu, dans la seconde colonne, les récepteurs delta, et dans la troisième, les récepteurs kappa. Ces récepteurs diffèrent par leurs agonistes endogènes et par les effets biologiques dans lesquels ils sont impliqués. En effet, bien que tous les peptides endogènes peuvent se fixer à chacun de ces récepteurs, leur affinité est variable. Ainsi, les endorphines se fixent préférentiellement au récepteur mu, alors que les encéphalines se fixeront en priorité au récepteur delta et les dynorphines au récepteur kappa. Les effets biologiques, et notamment l'effet analgésique, sont principalement dus au récepteur mu, mais la stimulation des récepteurs delta et kappa est également impliquée dans l'effet analgésique. La dépression respiratoire est un effet très redouté des opioïdes. Il est médié par les récepteurs mu. Le myosis, qui est une contraction de l'iris, qui va donc diminuer le diamètre de la pupille, est lié à la fixation au récepteur mu ou kappa, tout comme les effets sédatifs et euphorisants des morphiniques. Des phénomènes d'hallucination et de dysphorie sont parfois observés. Ces phénomènes-là seraient plutôt liés au récepteur mu et au récepteur delta.
Enfin, un effet très important des opioïdes, dont nous reparlerons tout à l'heure, qui est l'effet de tolérance et de dépendance, est lui principalement lié aux effets mu et, dans une moindre mesure, aux récepteurs kappa. On définit comme tolérance aux médicaments une diminution de l'efficacité lors d'administration répétée. Cette diminution de l'efficacité nécessite d'augmenter les doses pour obtenir un effet comparable à l'effet initial. La dépendance physique, quant à elle, se définit comme l'apparition d'un syndrome de sevrage à l'arrêt du traitement ou en présence d'un antagoniste. Le mécanisme de la tolérance et de la dépendance n'est pas complètement élucidé. Il serait lié à un défaut de recyclage des récepteurs mu. En effet, après stimulation des récepteurs couplés aux protéines G, ceux-ci sont internalisés, c'est ce qu'on voit sur le schéma à droite de cette diapositive, et ensuite recyclés pour redevenir fonctionnels. La morphine empêche le recyclage des récepteurs mu, ce qui expliquerait en partie les phénomènes de tolérance et de dépendance. Les conséquences de la tolérance et de la dépendance sont une adaptation des posologies qui doit être fine pour éviter ou limiter l'apparition de ces effets, tout en tenant compte de la perte d'effet progressive, donc de la tolérance. La deuxième conséquence va porter sur les interactions médicamenteuses. En effet, l'association d'un agoniste et d'un antagoniste est contre-indiquée puisque dans certains cas, elle peut entraîner un syndrome de sevrage. Parmi les autres propriétés pharmacologiques des opioïdes, notons l'effet antitussif, particulièrement marqué pour la codéine. Alors toutefois, son usage est de moins en moins fréquent dans cette indication à cause d'un risque de détournement à des fins illicites. En effet, la codéine en vente libre dans cette indication a donné lieu à de nombreux détournements. Aujourd'hui, par ailleurs, nous avons d'autres antitussifs tout aussi efficaces et qui ne sont pas d'origine morphinique. Les opioïdes ont également des effets digestifs importants, liés à la présence de récepteurs aux opioïdes en concentration importante au niveau intestinal. Le principal effet est une constipation qui est liée à une diminution de la motilité intestinale. Celle-ci va aboutir à un ralentissement du transit intestinal. Les opiacés ne sont plus utilisés dans cette indication, mais un de leurs analogues structuraux, le loperamide, commercialisé sous le nom d'Imodium, est très couramment utilisé comme antidiarrhéique pour cette propriété-là. Les opioïdes vont également provoquer des nausées et vomissements assez fréquemment par leur effet au niveau central, par une activation des chémorécepteurs de la trigger zone. C'est donc un effet direct. La morphine est un puissant agoniste mu, il a donc un effet analgésique fort, c'est un analgésique de palier 3, qui est très largement utilisé en thérapeutique dans cette indication. Il va également induire, de par son effet agoniste sur les récepteurs mu, une dépression respiratoire et une tolérance et une dépendance marquées. Le fentanyl est lui aussi très utilisé en thérapeutique. C'est aussi un agoniste mu qui va avoir des propriétés semblables à la morphine, mais qui diffèrent par sa puissance antalgique. En effet, le fentanyl est environ 100 fois plus puissant que la morphine, il agira donc à des concentrations plus faibles. Le sufentanyl est quant à lui 500 fois plus puissant que la morphine. La méthadone est également un agoniste mu, un agoniste fort, qui a également d'autres effets centraux, notamment sur la transmission monoaminergique. En France, la méthadone est principalement utilisée comme traitement de substitution dans le cas de dépendance aux opiacés, mais notons qu'elle est également indiquée dans d'autres pays comme antalgique de palier 3. La buprénorphine est un agoniste partiel des récepteurs mu et un antagoniste des récepteurs kappa. Pour cette raison, on le qualifie parfois d'agoniste-antagoniste. La buprénorphine est utilisée elle aussi en traitement de substitution de la dépendance aux opiacés. Elle est commercialisée dans cette indication sous le nom de Subutex, mais elle est également utilisée comme antalgique. C'est le Temgesic. Vous voyez sur ce schéma l'effet agoniste partiel de la buprénorphine. Elle va donc avoir un effet maximal inférieur à celui des agonistes entiers comme la morphine ou la méthadone.
La nalbuphine est un autre agoniste-antagoniste, mais elle est agoniste pour les récepteurs kappa et antagoniste pour les récepteurs mu. Ce profil permet théoriquement d'obtenir un effet analgésique sans effet dépresseur respiratoire, qui, je vous le rappelle, est lié au récepteur mu. Alors même s'il est moins fréquent qu'avec la morphine, l'effet dépresseur respiratoire de la nalbuphine existe, notamment à forte dose. La naloxone et la naltrexone sont des antagonistes pour les 3 types de sous-récepteurs aux opioïdes. Ils sont donc utilisés comme antidote en cas d'intoxication aux opiacés. Chez un sujet qui n'a pas pris d'opiacés, ces antagonistes n'auront pratiquement aucun effet. En revanche, chez le patient intoxiqué, ils vont normaliser la fréquence respiratoire et les autres signes de surdosage en 1 à 3 minutes. Chez les patients dépendants aux opiacés, ils peuvent entraîner un syndrome de sevrage. C'est d'ailleurs un moyen de découvrir la dépendance d'un patient aux opiacés. Enfin, la codéine et le tramadol sont des agonistes partiels des récepteurs mu, qui seront donc moins efficaces, utilisés comme antalgiques de palier 2. Spécialité et forme galénique des antalgiques de palier 2 aujourd'hui disponibles sur le marché. On retient principalement 2 molécules, la codéine et le tramadol. Les spécialités de l'association codéine-paracétamol sont par exemple les feralgan-codéiné ou codoliprane. Ils sont disponibles sous forme de comprimés ou de comprimés effervescents. Le tramadol est commercialisé sous le nom de Contramal, Topalgique, etc. Il existe de nombreuses formes de tramadol, disponibles sous forme de comprimés ou de comprimés à libération prolongée. L'association tramadol-paracétamol, X-Prime aux Aldiar, est commercialisée sous forme de comprimés. J'ai ajouté dans ce tableau le dextropropoxyphène paracétamol, dit Antalvic ou autre, il existe de nombreuses spécialités là encore, qui sont progressivement retirées du marché depuis 2009, de par leur mauvais profil de tolérance. Voyons maintenant les analgésiques de palier 3, avec en premier lieu la morphine. La morphine existe sous-cutanée ou IV, forme injectable, ainsi que sous forme orale. Parmi les formes orales, il est intéressant de noter la différence entre des médicaments comme l'actiskénan ou le sévredol, qui ont une libération immédiate, ou alors le skénan et le moscontin, qui sont également des médicaments utilisés péros, donc par voie orale, mais qui ont une libération prolongée. Ces différentes formes galéniques vont leur conférer des indications différentes. Nous en reparlerons tout à l'heure. Le fentanyl existe également sous forme injectable, utilisé par voie IV ou péridurale, et également sous forme de dispositif transdermique, c'est le durogésique, qui est très utilisé, sous forme de comprimés pour application buccale, c'est lactique, ou sous forme de comprimés sublinguaux, commercialisés sous le nom d'Abstral. L'hydromorphone, Sofidone, est disponible sous forme de gélule à libération prolongée. L'oxycodone, là encore, 2 formes, oxycontin LP, qui est une libération prolongée, ou oxynorme, une libération immédiate. La buprénorphine, commercialisée comme antalgique sous le nom de Temgesic, sous forme de comprimés sublinguaux et sous forme injectable. Je ne parle pas ici de la forme subutex indiquée dans le traitement substitutif dans le cadre de dépendance aux opiacés. Enfin, nalbuphine et sufentanil qui sont disponibles par voie injectable. Les schémas thérapeutiques de la douleur aiguë par excès de nociception. Dans le cas de douleurs provoquées par des soins, on utilisera volontiers un traitement préventif. Pour cela, des antalgiques de palier 1, 2 ou 3 selon l'intensité de la douleur, et également des anesthésiques locaux. Par exemple, la crème lidocaïne-prilocaïne commercialisée sous le nom d'Emla. Dans d'autres douleurs aiguës, on adaptera les paliers des antalgiques en fonction de l'intensité de la douleur. Dans les douleurs chroniques, on distingue le traitement de fond du traitement des accès douloureux paroxystiques ou interdoses. Le traitement de fond de référence est la morphine orale à libération prolongée ou le fentanyl en dispositif transdermique. On ajoute en cas de douleur des interdoses, donc ces douleurs sont des accès douloureux paroxystiques qui surviennent sur la douleur de fond. On utilise alors couramment la morphine orale à libération immédiate, par exemple actiskénan, ou le fentanyl à libération immédiate, les comprimés buccaux ou plus récemment sublinguaux. Un autre mode d'administration de la morphine est le PCA, pour Patient Control Analgesia, donc l'analgésie contrôlée par le patient.
C'est une administration de morphine avec une pompe de perfusion. Donc cette pompe permet une administration continue, avec en plus, à la demande, des doses supplémentaires. Ces doses supplémentaires représentent donc des interdoses pour calmer les douleurs paroxystiques. Alors évidemment, la posologie est contrôlée, elle est régulée par la pompe, et le clinicien fixe une posologie maximale déterminée. L'utilisation de ces pompes peut se faire par voie sous-cutanée ou par voie IV, et elles sont notamment indiquées dans les douleurs chroniques en cancérologie. Notons qu'elles nécessitent une formation spécifique des soignants et une éducation thérapeutique des patients pour une utilisation optimale. En cas d'inefficacité ou d'intolérance de certains opiacés, on va changer de traitement, c'est ce qu'on appelle la rotation des opioïdes. Effectivement, en cas d'inefficacité de la morphine, on pourra passer par exemple à l'hydromorphone ou à l'oxycodone. Lorsqu'on effectue cette rotation des opioïdes, il est important de veiller à l'équianalgésie, c'est-à-dire que pour obtenir un même effet thérapeutique, nous allons avoir des doses très variables en fonction des molécules. Vous voyez sur le tableau ci-dessous un rapport d'analgésie variable selon les molécules. Par exemple, la morphine, qui est un rapport 1, qui est la référence, a un rapport 30 par rapport à la buprénorphine. La buprénorphine est donc 30 fois plus puissante. En revanche, la codéine a un rapport d'analgésie de 1/6. 60 mg de codéine équivaut à 10 mg de morphine. Elle est donc moins puissante. Voyons maintenant les effets indésirables des opiacés, qui sont évidemment étroitement liés à leurs effets pharmacologiques. Alors un des effets indésirables classiques est la constipation qui est systématiquement prévenue par des laxatifs, une hydratation suffisante et une alimentation adaptée, alimentation notamment riche en fibres, qui va donc nécessiter une éducation du patient qui est importante. Donc ce traitement est systématiquement mis en place pour les opioïdes de palier 3, mais on surveillera également l'apparition d'une constipation pour les opioïdes de palier 2. Les nausées et vomissements sont des effets fréquents, contre lesquels on utilisera des traitements symptomatiques antiémétiques. Les somnolences ou vertiges sont également des effets indésirables très fréquents des morphiniques. Là encore, il est important de prévenir les patients de la survenue de ces effets, notamment vis-à-vis de la conduite de véhicule, du risque de chute également, qui est non négligeable avec les opiacés. Le surdosage en opioïdes se manifeste par une somnolence et une dépression respiratoire. Il faut dans ces cas interrompre le traitement, introduire une oxygénothérapie et, si la dépression respiratoire est trop profonde, ajouter un traitement par naloxone, qui je vous le rappelle est un antagoniste des récepteurs aux opiacés. La surveillance du traitement aux opioïdes consiste dans un premier temps à relever précisément les doses administrées, et notamment les interdoses. Donc il faut relever l'heure de prise et les quantités administrées. Effectivement, le rythme de prise et les quantités de ces interdoses vont conditionner l'adaptation de la posologie. C'est donc un point majeur du traitement par opiacé. On surveillera également le transit intestinal pour adapter le traitement symptomatique si nécessaire. La vigilance et la fréquence respiratoire seront également surveillées, car ce sont les signes du surdosage. Le myosis est également un autre signe qui permettra une surveillance d'une intoxication aux opiacés. L'arrêt du traitement doit se faire par une décroissance progressive des doses, et ce afin d'éviter le syndrome de sevrage. Enfin, une dernière diapositive pour vous rappeler que les morphiniques de palier 3 sont soumis à une législation particulière. Ce sont des stupéfiants qui obéissent à la règle des 7 à 28 jours. Ils seront donc prescrits sur des ordonnances sécurisées, remis sur des carnets à souche avec un relevé nominatif et le conditionnement primaire qui devra être rapporté. Enfin, le stockage de ces stupéfiants doit être effectué dans un local ou un dispositif qui ferme à clé.